Diable Jump. Bon, si jamais, si jamais il y a un fournisseur informatique ou que sais-je encore qui passe dans le coin, si vous avez un bras articulé de micro ainsi qu'une carte graphique en rab dont vous ne servez pas, n'hésitez pas à m'en faire part parce que là ça commence à être une vraie galère mon setup. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 933 de One Piece. Ah, c'est un bon chapitre, moi je l'ai aimé. Ah là pour le coup je peux pas dire, je l'ai trouvé super intéressant, tout allait bien dans ce chapitre, de la page de cover à justement la toute dernière case, c'était vraiment génial. Donc on va voir ça tous ensemble. Alors je tiens à remercier Taophile pour sa bannière, donc il m'a changé sur YouTube ainsi que sur Twitter. Merci à toi, allez voir son Twitter, je vous le laisse en description. Merci à toi bro. Bon, ce chapitre était ouf. Pourquoi ? Parce qu'il commence avec une cover, une page de couverture traitant sur Ener, avec Ener comme sujet. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas revu, 12 putains d'années. 12 ans qu'on n'a pas revu Ener, que ce soit n'importe quel format, je veux dire dans le manga, ou même dans le manga ça fait encore plus longtemps, mais vraiment en page de couverture ou durant ses mini-aventures, etc. Ça fait 12 ans qu'on l'a pas revu, ça fait plaisir de le revoir. Alors pourquoi un intérêt si soudain pour Ener finalement? Je n'en sais rien, mais en tout cas ça fait plaisir, juste de savoir que Oda n'a pas oublié, c'était sûr qu'il n'avait pas oublié, mais quand même ça fait plaisir de le revoir. Alors il y a quand même une chose assez ironique dans cette cover, c'est que Ener, apparemment, on se posait la question avec Nina si c'était des bulles de chewing-gum ou des bulles de savon, mais en fait c'est réellement bien des bulles de gomme, de chewing-gum simplement, qu'il gonfle pour monter en l'air, et donc le chewing-gum, je vous laisse deviner à qui ça fait penser. Oui, Luffy et son caoutchouc. Donc est-ce que ça sous-entend que Ener va bouffer Luffy dans un prochain fight? Pas du tout. Non, absolument pas. Mais c'était intéressant, Oda a quand même fait ce petit clin d'œil et est allé jusque là. D'ailleurs, Reijin, l'un des ninjas de la garde d'Orochi, qui a apparu lors de l'avant-dernier chapitre, il me semble, et dont je vous en avais parlé en review, apparaît justement dans le chapitre là, dans le chapitre 933. Et c'est assez marrant, c'est assez ironique, sachant que Ener a aussi une référence à Reijin et qu'il apparaît justement en page de cover. Donc, cette coïncidence valide justement le fait qu'Oda choisit ces pages de cover, les fameuses recommandations, comme il les appelle, les requêtes, les suggestions de pages de couverture, etc. Ce ne sont que le fruit de son imagination à lui au final. Il doit utiliser en fait simplement ce prétexte pour dessiner ce qu'il veut, sans qu'il y ait de sous-entendus, etc. Donc, moi je pense que là, Oda, il essaie un peu de nous la mettre à l'envers. Mais en tout cas, ça reste intéressant. C'est vraiment cool de voir qu'il a redessiné Ener et tout comme ça. Et je pense qu'il y a moyen d'analyser encore cette page, cette petite couverture, histoire de tirer peut-être quelques trucs, notamment l'espèce de petite île en arrière-plan. Ouais, il y a pas mal de trucs assez intéressants. Une fois de plus, ce chapitre est dans la continuité du dernier, avec donc Komurasaki qui se dresse contre le shogun Orochi. Nous découvrons d'ailleurs au même moment la véritable appellation du fruit du démon du shogun. Alors en fait, c'était le fruit mythique du serpent, version Yamata no Orochi. Alors c'était pas du tout un smile comme on a pu le penser, et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que à voir son fruit du démon, il paraît quand même assez petit pour un fruit lié au dragon et même au serpent. Il est vraiment assez petit. Voilà, ce dragon me semble quand même vraiment petit pour une vraie transformation d'un Zoan, mais vu que c'est un rapport avec le serpent et non avec justement le dragon, peut-être ça explique un peu l'envergure un peu réduite du Yamata no Orochi. Peut-être pour éviter que ça prenne des envergures de ouf, parce qu'il faut savoir que normalement le Orochi, le Yamata no Orochi dans la mythologie japonaise, il est très grand, très grand. En tout cas, quand Orochi est frustré, il semble s'attaquer à un peu tout le monde, et c'était justement le cas avec Komurasaki. Et c'est justement pas la seule à être dans une sale situation, dans une impasse, car même Robin, elle, s'est donc fait rattraper par une ninja qui la cherchait en tant qu'intrus. Bien sûr, c'était sans compter sur le MVP durant 2 arcs consécutifs, celui qui pourrait faire tomber des Yonko et qui a vu la culotte de Mama. J'ai nommé Brook, les gars. Ce type, quoi qu'il fasse, désormais, je sais pas ce qu'il a avec les Yonko, ce type, mais franchement, dès qu'il y a un rapport à avoir avec eux, un arc avec eux, il est à fond, il est au taquet, il est trop utile.
Enfin bref, bon, il a vraiment brillé sur Whole Cake Island durant son combat, entre guillemets, durant sa passe d'armes face à Big Mom, etc. Et pour tout ce qu'il a fait, le fait d'avoir récupéré Poneglyph, etc. Mais là, même là, dans cet arc, il va être ultra utile. Ça se voit. Ça se voit, rien que déjà là, il a sauvé Robin, il a fait fuir les ninjas, Ouais, non. Là, il faut pas croire, mais Brook, ça va être encore un MVP. Obligé. Il est trop sur sa lancée. Il faut en faire gaffe. Brook, on le capte pas assez. Je trouve qu'il est ultra sous-estimé, alors que c'est un des personnages qui a le plus de connaissances. Je pense qu'en termes de connaissances, je le place direct après Robin. Forcément. Il connaissait la tribu des Trois Yeux, il connaissait un petit peu Roger, il connaissait des époques et tout, que c'est encore une autre timeline, une autre génération de ce qu'on a pu voir dans One Piece en fait. Il y avait la génération de Norland, il y avait la génération de Montblanc Criquet, pardon. Non, de Norland, putain, je suis perdu avec les noms. Là, il y avait la génération avec Roger, etc. Mais encore, Brook, il fait partie d'une génération un petit peu à part. Je vous jure que dès que Robin, ou même Brook, justement, vont commencer à expliquer un peu, à donner des infos sur ce qu'ils savent, etc., sur le monde, etc., un peu plus en profondeur, je peux vous garantir que ces deux personnages, ils vont faire des révélations de malades, c'est obligé. C'est le genre de perso, voilà, qui, on les voit pas parler de choses très intéressantes pour le moment, mais pourtant qui ont une connaissance et une culture infinie, quoi, de par leur expérience ou par leur intelligence, bref. Et ouais, c'est sous-estimé à mort. Brook, en termes de puissance, en termes d'intérêt, tout dans l'équipage, dans le One Piece, sous-estimé à mort. Bon, je me suis peut-être un petit peu excité, c'était pas son chapitre. Bon, en tout cas, grâce à son apparence, il a réussi donc à faire fuir les ninjas, qui finalement sont guère courageux pour des ninjas. Et apparemment, il faisait référence au mythe du squelette affamé, c'est le Gacha Dokuro. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez faire quelques recherches, c'est le Gacha Dokuro. Voilà. D'ailleurs, voilà, j'en parlais un peu plus tôt avec l'histoire des covers, etc. Mais il y a bel et bien Fujin et Reijin parmi les ninjas, exactement comme ce que je vous avais dit dans l'avant-dernière review, je crois. Donc voilà, c'est vraiment confirmé. Est-ce qu'ils sont frères encore? On ne sait pas, normalement dans la mythologie japonaise, ils le sont. Mais en tout cas, voilà, c'est bien le nom de ces deux personnages liés à ces dieux. Mais c'est pas tout, parce que oui, des ninjas, il y en a un peu de partout, mais il y a aussi Nami et la Shinobu qui sont dans les combles du château et donc qui assistent un peu à toute la scène. Avant qu'un autre ninja, encore une fois, se montre et donc interrompt un peu leur espionnage. Alors, par contre, ces ninjas, malgré leur efficacité dans la discrétion, ils ont vraiment pas l'air d'être aussi efficaces ou puissants qu'ils le sont, qui semblent être. Ils ont l'air d'être, ça a l'air d'être une team de branquignoles. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression. Au début, je les trouvais trop badass. Là, sur ce chapitre, je les ai trouvés ridicules. Donc, reste à voir ce qu'ils vont vraiment faire durant l'arc de Wano, mais je suis pas trop convaincu là pour le coup. Bon, alors, pour s'enfuir donc de cette situation, la Shinobu donc écrase le plafond avec son fruit du démon, le pourri ou je ne sais quoi, le plafond, et donc tombe directement sur la tête qui tient Komurasaki en otage donc du shogun. Sauf que ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant pour libérer Komurasaki. Enfin si, mais pas de cette manière. Dans une scène d'extrême violence, alors oui, j'ai trouvé que c'était violent et je vous expliquais pourquoi, Kyoichiro arrive donc devant la courtisane, devant Komurasaki, et la tranche en deux, en diagonale. Alors pourquoi je trouve ça violent? C'est parce que on a déjà eu des scènes comme ça dans une piste, même encore pire. Sauf que là, c'est quand même une femme sans défense, une femme qui se dresse devant quelqu'un, qui affronte la mort, on la voit se faire découper comme ça, enfin on voit Kyoichiro après à côté qui a une tache de sang sur le visage en mode un peu sanguinaire, etc. Enfin moi cette scène, autant j'ai trouvé ouf, j'ai trouvé badass de malade, j'ai trouvé Kyoichiro, ce type, c'est un putain de barge. Enfin moi là depuis quelques temps ça me confirme encore plus le fait qu'il ferait un super bon adversaire pour Zoro, comme ce que je vous avais dit précédemment. Mais ouais, j'ai trouvé la violence de la scène assez ouf. Et du coup Komurasaki, elle semble bel et bien morte. Ceci dit, bon, il faut quand même faire attention parce que les personnages dans One Piece, on sait très bien qu'ils meurent très difficilement. Hashtag Pell qui s'est pris une bombe atomique dans la gueule et pourtant qui s'en est sorti avec des béquilles. Faut pas l'oublier ça là. Donc il faut faire gaffe, c'est peut-être un piège d'Oda. D'ailleurs ça c'était très intéressant parce que d'après Kyoichiro, Komurasaki semblait posséder un des flyers de Kinemon sur la propagande des 9 fourreaux rouges. Alors si elle possédait... Alors moi j'ai essayé de réfléchir parce que je me suis dit, attends... Mais si c'est Iori comme ce qu'on a voulu nous faire croire, personne n'est censé savoir qu'il s'agit d'Iori. Parce qu'en théorie, même les autres samouraïs, etc., ils sont pas censés savoir, elle a dû sans doute grandir seule. C'est le cas pour rester au maximum, on va dire, caché et reclus un peu de tout ça. Bref, si c'est elle, comment elle a eu ce flyers de la propagande des fourreaux rouges, alors que les autres sont pas vraiment censés la reconnaître?
est-ce qu'au final, Iori était pas réellement une fourreau rouge Ah mais 27 ans, c'est trop jeune. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a paru bizarre là-dedans. Bon, déjà, ça sous-entend le fait que Kyoichiro va être au courant donc de la rébellion des fourreaux rouges, et donc peut-être que Orochi sera lui aussi au courant. Mais pour ce qui est de Iori, ben ouais, je sais pas, je me suis dit, enfin que la Komurasaki du moins, je me suis dit, je sais pas, c'est quand même bizarre le fait qu'elle ait possédé ça. Voilà, je sais pas si ça a vraiment un rapport avec le fait qu'elle soit liée par un lien familial entre la famille Kozoki, ou si c'est un peu autre chose, je ne sais pas. Putain. Bon, bah sinon, le Shogun, lui, paraît par contre vraiment désemparé, la mort de Komurasaki, et donc s'en prend désormais à Robin et Otoko. Heureusement, Nami est là et prépare une attaque de grosse envergure avec Zeus contre le Shogun. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a un petit clin d'œil. C'est intéressant, je sais que je dis beaucoup, je m'en rends compte, c'est grave. C'est cool parce qu'il y a un petit clin d'œil sur le fait que Nami utilise donc Zeus pour créer une énorme attaque électrique, truc du tonnerre, etc., sur le Shogun Orochi. Et il faut savoir que dans la mythologie donc japonaise, le Yamata no Orochi est un dragon qui a été vaincu donc par Susanoo, le dieu des tempêtes. Donc un des 3 dieux primordiaux. Parmi toute cette pléthore de dieux qu'il y a vraiment lui, Amaterasu et Tsukiyomi qui sont vraiment ressortis en termes de hiérarchie entre guillemets. Bref. Et le fait que du coup Nami utilise une attaque électrique sur le Yamata no Orochi, ça fait un peu écho avec Susanoo, le dieu des tempêtes qui a vaincu le Yamata no Orochi d'avant. Bref. C'était, je pense, un petit clin d'œil assez cool de la part d'Oda. Et là, on finit le chapitre sur quelque chose de totalement trop cute, où t'as la petite Big Mom, enfin petite, tout est relatif, t'as Big Mom qui est redevenue une enfant simplement, dans son mental, dans ses gestes, dans ses actions, et dans son parler. Elle est redevenue une enfant, et qui en vient à remercier ses sauveurs de lui avoir donné de la nourriture. Un truc que t'aurais jamais cru revoir dans One Piece, à part dans les flashbacks de Big Mom, quoi. Bien évidemment, ça sous-entend encore plus une alliance contre Kaido, car lors de la dernière case du chapitre, on voit donc Big Mom qui parle, etc., à propos justement de Moshi, me semble, et tu as cette petite case disant J-9 avant la bataille finale contre Kaido, etc. Et là, bon, c'est vraiment une technique, on va dire, scénaristique, genre de mangaka, pour nous faire comprendre que futur allié vs Yonko, etc. Ouais. Je sais pas comment Big Mom va réussir à reprendre le contrôle de ses pouvoirs, car moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné là-dedans, c'est que Big Mom et Napoléon, finalement, surtout Napoléon, étaient carrément en Suke. Je vais vous dire ça avec un terme un peu plus commun, parce qu'en Suke, c'est plus au sud. En gros, Napoléon a l'air d'être endormi, mais alors je sais pas réellement si c'est juste la page qui veut ça, ou peut-être qu'il ne l'est pas vraiment, mais en tout cas, il paraît, depuis que Big Mom s'est évanoui, il paraît totalement dans les vapes. Voilà, erreur 404, Napoléon ne répond plus. Et donc, je me dis que comment ça se fait que si les homies de Big Mom ne répondent plus, ne sont plus, vivants, entre guillemets, chose qui paraît assez logique, vu qu'elle avait perdu conscience de ses pouvoirs, etc. Comment ça se fait que Zeus, lui, qui est pourtant un fragment d'âme de Mama, soit toujours autant d'actualité? Enfin, toujours autant vivant comme on a pu le voir avec Nami. Comment ça se fait que Napoléon, lui, est carrément shooté, drogué, ou même peut-être inactif, et t'as Zeus à côté qui, lui, n'a pas subi des effets secondaires. Là, ça aurait été plutôt, on va dire peut-être plus logique, que Napoléon n'ait pas pu lancer l'attaque, que Zeus n'ait pas pu lancer l'attaque, par exemple, que Nami lui a demandé, que voilà. Donc là, je sais pas quel est le rapport avec ses âmes, etc. Si sur Whole Cake, tous ces homies sont morts, ou s'ils sont aussi comme Zeus ou comme Napoléon, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait tilt dans ce chapitre, et plus que dans les autres. Et bien voilà les bros, cette vidéo est donc à présent terminée, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce chapitre, pour moi, était très bon, était très intéressant, c'était vraiment super cool. Je l'ai beaucoup aimé, il n'y a rien à dire au final. Pour une fois, vous voyez, je suis pas trop dans la critique non plus. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce chapitre, et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, les bros, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait plaisir. Si vous voulez me soutenir gratuitement, vous pouvez le faire sur Utip. Et puis en attendant, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, passez un bon week-end, peace les bros.